Alors bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Café Richelieu. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème précis qui va être qu'est-ce qu'être français? Générique. Et donc aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de deux personnages très importants au Cercle Richelieu, dont le chef du cercle local d'Alsace et de Savoie. On a donc Morker et Sky. Bonsoir messieurs. Bien, bonsoir. Très bien, donc juste avant de commencer, une petite page de réclame. Je vous signale que nous avons notre compte Getter qui est actif. Je vous invite à aller dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo pour retrouver le lien du Getter. Ça nous ferait plaisir, on a quelqu'un qui gère ça, donc n'hésitez pas à y aller. Donc aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, nous allons parler du thème qu'est-ce qu'être français. Et pour ce faire, on va subdiviser la question en plusieurs sous-questions comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. Et le premier thème qui va être abordé au sein de cette émission, ça va être le principe de peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Donc pour ce faire, je vais demander à Sky d'introduire un petit peu le sujet. Ouais, tout à fait. De toute façon, avant de commencer à parler d'un sujet, ce qu'il faut, c'est d'abord le définir. Donc, je pense que la définition qui correspondrait le mieux à peuple, c'est de le déterminer ainsi. Donc, un peuple est un groupe d'individus liés entre eux par une volonté de vivre ensemble, partageant les mêmes coutumes, la même religion, les mêmes mœurs et la même langue. Donc, un peuple, en soi, c'est l'héritier d'une histoire, d'une civilisation et même d'un art de vivre. On peut, je pense, le définir comme ça. Très bien, très bien. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le peuple français en lui-même? On peut déjà dire, enfin essayer de trouver d'où vient le peuple franc, à la base issu des plaines de l'Europe centrale, qui du coup progressivement s'est installé dans la France que nous connaissons. Étymologiquement, ça signifiait le peuple libre, hein. Donc du coup un peuple qui est libre dans sa pensée, dans sa parole, dans sa capacité d'action. Hein, quand on parle de corps franc, on parle d'une troupe militaire qui est libre d'agir, en dehors de tout système de commandement. Quand on dit de quelqu'un qu'il est franc, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans sa capacité de s'exprimer et qui dit ce qu'il pense. C'est un peuple qui est un peuple de guerriers, qui s'assimile très tôt à l'Empire romain. Il est très vite représenté aux plus hautes fonctions de l'État à travers l'armée romaine, par exemple. On a eu des francs qui se sont succédés à la tête de l'armée de réserve romaine, qu'on appelait la milice. On a eu des francs qui se sont succédés au Sénat en tant que consuls. Il y a des francs qui ont également été des généraux dans l'armée régulière. On a même la fille d'un général franc qui a épousé le premier empereur byzantin. Du coup, elle s'appelait Eudoxie, donc c'était la fille du général Arbogast, qui était lui un franc salien et qui a défendu l'Empire contre les invasions de nos cousins germains, les francs rhénans. C'est un peuple qui est très vite, qui a très vite fait le lien entre les diverses formes de culture que nous pouvons avoir en Europe, entre la culture hellénique, celte, latine, et qui a très vite réussi à trouver sa place en fait dans l'échiquier politique de l'époque. Donc le peuple français aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose la question du coup, qu'est-ce qui nous rattache encore aujourd'hui à nos ancêtres en fait. Il est vrai. Je propose qu'on revienne un peu dessus par la suite, mais qu'on continue un petit peu sur cet aspect un petit peu historique pour poser le contexte. Il y a un élément qui peut être abordé, c'est le traité de Westphalie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le traité de Westphalie a mis fin à la guerre de 30 ans. C'est un traité qui a eu pour objectif de redéterminer les frontières en Europe. Donc de là est issue l'idée de la nation telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire finalement un État avec des frontières fixes, indépendamment des peuples qui vivent dessus. C'était un moyen de préserver l'équilibre des puissances en Europe, ce qui à l'époque était tout à fait intelligent, mais qui engendrera les conséquences que nous verrons par la suite quand on abordera le sujet de l'État. Donc pour le traité de Westphalie, redonnons les dates, hein, c'est le 24 octobre 1648, donc ça fait environ 400 ans qu'on a hérité, on va dire, des principes d'équilibre des puissances en Europe, et il serait bon de se poser la question s'il est toujours viable, s'il est toujours de rigueur de conserver en fait cet héritage aujourd'hui. Alors très bien, maintenant que le contexte un petit peu historique est posé, on va pouvoir, je pense, avancer un petit peu dans le cœur du débat. J'aimerais bien qu'on traite de la période contemporaine et de la vision qu'on peut avoir de ce qu'est être un Français, du peuple et des notions historiques qu'on a pu en voir. Qu'est-ce qui nous reste de ça et comment on peut se positionner? Il serait pas bon que Morker attaque? Morker, il serait pas bon que Morker attaque? Attaque qui alors? Vas-y. Alors, la notion de français actuellement, elle est très complexe. Déjà, si on remonte un siècle en arrière, sous la Troisième République, le roman national, nos ancêtres les Gaulois,
est-ce que c'est pas quelque part, et encore actuellement, une unité factice? C'est-à-dire qu'on a essayé, plutôt que de prendre notre histoire réelle, qui est très riche, essayer de la transformer, d'en faire une histoire, un roman national, quelque chose. Finalement, on reprend les choses qui nous intéressent, ou on délaisse les choses qui nous intéressent pas, ou on modifie légèrement selon. En fait, on détourne l'histoire au lieu de la prendre telle quelle. Et telle quelle, ça marche. Ça ferait déjà un très beau roman national. Est-ce que c'est pas une manière factice d'unir le peuple? Parce que si on remonte, alors tu veux parler de période contemporaine, mais j'ai envie de remonter un peu plus loin dans l'histoire. Quand les Francs gouvernaient, il n'y avait pas un seul peuple. Il y avait les Gallo-Romains avec, qui se mélangeaient. Il y avait les Francs n'étaient qu'une élite finalement qui dirigeait. Ils étaient en minorité, en large minorité. Est-ce que finalement le peuple français, c'est pas déjà dans le terme quelque chose de galvaudé? Est-ce qu'on ne devrait pas dire déjà les peuples de France? Alors, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce que tu nous as dit, Morker. À ceci près que je n'attaquerai pas le roman national comme tu peux le faire, parce que effectivement, il y a quelque chose de factice dans cet ensemble, dans ce récit qu'on nous présente, parce que effectivement, ça correspond pas à une réalité exacte historique. Cependant, ça a eu un rôle, ça a eu un sens à une certaine période de l'histoire, et ça rassemble tous ces peuples sous une coupe, sous un grand ensemble, sous un grand roman, sous un grand récit. Et moi, je pense que ça peut avoir son importance dans une certaine mesure. Alors effectivement, on se retrouve avec des particularismes locaux qui sont parfois un peu effacés, mais je veux dire, ça me paraît pas totalement inconciliable en fait. Il suffit juste d'avoir une bonne utilisation de cet outil. Je suis bien d'accord, mais le roman national tel qu'il a été fait ou tel qu'il peut être encore pensé actuellement, est-ce qu'il dessert pas le propos finalement? Ce que je veux dire, je vais donner un exemple tout bête. En Alsace, je connais quelqu'un qui est très penché sur l'histoire de l'Alsace, vraiment juste de l'Alsace, et qui raconte que quand on apprend à l'école 1515 c'est Marignan, il dit mais c'est de la connerie. Parce que nous, en Alsace, 1515, c'est le rétable d'Issenheim. Il y a des choses beaucoup plus importantes au niveau local pour le peuple alsacien que de savoir que des gens sont allés mourir à la bataille de Marignan. Bah, en un sens, j'entends ce que tu dis, mais ta question initiale était est-ce que ça dessert le propos? Bah, en réalité, je suis pas certain, parce qu'il faut bien comprendre le contexte historique dans lequel il a été posé, ce roman national. Ce qui se passe, c'est que t'es à un moment où il y a une montée de ce qu'on pourrait appeler les nationalismes. Mais là, j'utilise ce terme sans propos péjoratif. On essaye à cette époque-là de construire une unité autour de l'histoire, autour d'une unité commune. Ah oui. Et effectivement, ça a effacé les particularités locales, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais il faut prendre en compte le contexte. Et justement, si c'est bien utilisé, ça peut faire sens. Non, bien sûr, pour l'époque, je suis entièrement d'accord. La question, c'était d'un point de vue contemporain. C'est-à-dire que, est-ce que actuellement, ce serait encore pertinent? Est-ce que ce serait pas plus pertinent d'aborder l'histoire d'un point de vue géographique, par exemple, et dans lequel, justement, parce que l'histoire des peuples et de leurs différences, c'est des différences géographiques principalement, parce que on a, comme Sky le disait dans la définition au début, un peuple, c'est un groupe d'individus qui partagent, entre autres, une même aire géographique. Alors, ce que tu dis, je pense, c'est tout à fait vrai. En fait, le souci qu'on a avec le roman national, c'est qu'effectivement, il sert à un but d'unification des peuples. C'est finalement sa seule réelle utilité. C'est certes, on va mettre en avant certains aspects de l'histoire plus que d'autres pour pouvoir justement cimenter les peuples entre eux. Malheureusement, on peut pas se permettre, quand on traite de l'histoire, quand on traite en fait de l'instruction de l'histoire en fait dans les domaines, le domaine scolaire ou même d'ailleurs de manière générale, de tout traiter, parce que précisément, pour pouvoir traiter chacun des points de l'histoire, il faudrait autant de temps que l'histoire a elle-même mis à se dérouler. Donc on choisit de se focaliser sur certaines dates qui sont significatives et qui ont un impact plus pour le bien commun qu'est la nation que pour les spécificités territoriales. Donc en soi, je comprends tout à fait ton point de vue là-dessus. En tant que Savoisien, tu penses bien que si je devais me rattacher effectivement à ça, l'histoire de France, on n'en partage pas énormément
de notre côté, on partage une bonne partie de notre histoire avec la France, mais c'est plus on a nos spécificités à nous aussi et nos dates clés en fait. Et Donc, vu de l'autre côté du miroir. Histoire de la Savoie partagée avec la France. mais du coup, je pense que la question, on peut continuer cette question sur le roman national. Est-ce que ça aide aujourd'hui le peuple français à pouvoir s'identifier au peuple franc d'origine? Parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a plus grand-chose en commun avec les Francs, le premier peuple qui s'est installé là. On est un petit peu une synthèse déjà de base entre plusieurs peuples, plusieurs civilisations. Donc je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il serait beaucoup plus pertinent de parler des peuples de France. C'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus logique. Ça inclut nécessairement toutes les spécificités territoriales, les diverses formes linguistiques, même si on peut avoir une langue commune qui est le français. On a tout de même nos langues provinciales, donc il faut surtout pas les déprécier. La République s'en est déjà bien assez chargée comme ça. Et malheureusement, d'ailleurs, la République, à travers son histoire, a également récupéré le roman national à son compte, pas pour cimenter cette pluralité de peuples en fait qui sont sur le même territoire, mais plus pour détruire l'histoire originelle. Ah non, moi ça va, hein. Je change rien pour moi, hein. Je suis content d'être français, moi, hein. D'abord parce que je suis français, et puis d'autre part, j'aime bien être content. Hein. Alors, moi, il y a quelque chose, il y a un point que j'aimerais soulever, mais on parle beaucoup notamment des particularités locales, de ce qu'est un peuple. Mais rappelons-le, le thème de l'émission, c'est qu'est-ce qu'est être français. Et de ce fait, moi, ce sur quoi j'aimerais bien vous amener, c'est est-ce qu'il y a une notion historique d'un français en fait? Parce que au fur et à mesure des époques, on peut voir que cette notion, elle a eu tendance à évoluer. Alors effectivement, on retrouve une base commune, ne serait-ce que par l'ancrage géographique, ethnique, etc. Mais quel est le constat qu'on peut faire sur la vision du français actuellement? Est-elle bonne et est-ce qu'il y a une bonne vision de ce qu'est être français? Je pense que oui. En fait, il y a une vision naturelle de ce qu'est être français quand on s'en réfère à ce que veut dire le simple mot franc. C'est-à-dire que je pense principalement, pour être français, c'est les explications que j'ai données au début sur la définition du peuple franc, c'est-à-dire en fait qui partage, enfin des peuples de manière générale, mais du peuple franc plus particulièrement, qui partage du coup une histoire commune, qui partage des valeurs civilisationnelles, religieuses, et également qui ont cette capacité à être des hommes libres. En fait, ce qui fait fondamentalement le français à travers les siècles, c'est le fait que c'est un homme libre, que ce n'est pas un peuple d'esclaves qui se soumet aux différentes exigences en fait des différents États ou empires centraux ou empires tout court en fait qui l'entourent. J'aimerais juste préciser que quand on dit peuple libre, on parle bien de la liberté au sens du peuple et pas de l'individu. Oui, bien sûr. Parce que la liberté individuelle est entre guillemets, une connerie moderne. Alors, sans aller jusqu'à la connerie moderne, oui, c'est pas le sujet en l'occurrence quand on parle de la nation. Il y a nécessairement une forme de liberté individuelle qui existe dans toutes les civilisations. Maintenant, c'est pas la priorité quand on parle d'une nation, qu'on parle d'un peuple de manière générale ou d'un État. C'est le bien commun qui doit primer là-dessus. Bien sûr. Donc, du coup, la capacité d'un individu à mettre un peu de côté sa liberté individuelle au profit du collectif. Très bien. Et dans ce cadre-là, maintenant que tu as donné une vision qui me semble assez intéressante de ce qu'est être français, est-ce que ça colle à est-ce que ça correspond à ce qu'on a actuellement? Est-ce que les gens s'identifient à ça? Et si c'est pas le cas, est-ce que on doit y revenir? Et si oui, comment? Alors aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que le peuple français est dans une perte de culture, une perte du sens de la vie même, perte de culture par la destruction de l'éducation nationale, enfin la destruction qu'engendre l'éducation nationale, une perte du sens de la vie, du fait qu'on est devenu une civilisation d'athées, d'une certaine manière, ou en tout cas de laïque. On n'a plus vraiment un art de vivre à la française, bien que cet art soit toujours préservé dans certains de nos territoires, mais de manière générale, au sens de la France dans son ensemble, même nos territoires sont atteints par le modernisme, après je dis pas ça en mode réac, modernisme, mais plutôt cette espèce de progressisme mental qui contamine un petit peu nos populations et qui fait que l'art de vivre à la française s'efface de plus en plus au profit de l'art de vivre à l'américaine. Est-ce que l'art de vivre à l'américaine, c'est pas quelque part une évolution de l'art de vivre européen? Une dégénérescence, oui. Ouais, j'aurais dit une dégradation, mais... Une évolution peut-être négative. Oui, tout à raison, tout à fait. Oui, si, on peut, je pense, dire ça, mais c'est l'évolution d'un système de pensée. En fait, l'art de vivre à l'américaine, c'est le moment où on a cessé, en fait, de penser au raffinement. On a cessé de penser individuelle, en fait. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc l'effacement du bien commun.
en quelque sorte. Malgré tout, l'Amérique a toujours cette espèce de principe de. Alors, c'est plus de l'intérêt général, du coup. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre le bien commun et l'intérêt général. Le bien commun est représenté par la civilisation française, et d'ailleurs, d'une certaine manière, les civilisations occidentales, avant la Renaissance, ou pendant cette petite période du début de la Renaissance, Les civilisations l'intérêt chrétiennes. général. La civilisation chrétienne, tout à fait. C'est la civilisation du bien commun. Maintenant, l'intérêt général, qu'est-ce que c'est? C'est la superposition des intérêts individuels au profit ou dans l'objectif de réaliser quelque chose. Et cet intérêt général cesse dès lors que l'objectif est atteint. Donc l'intérêt général, finalement, c'est l'instabilité permanente. Très bien. Sur les points qu'on a abordés, Morcar, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je suis pas entièrement d'accord sur la perte de culture, la perte de sens de la vie, plus vraiment d'art de vivre, pas de religion. En fait, je me demande, parce que oui, bon, tu dis, on parle plusieurs langues issues de différentes aires civilisationnelles, mais c'était déjà le cas avant. Les Alsaciens parlaient alsacien, les Bretons le breton. Il y avait déjà des aires, des langues différentes au sein même de la France, ou de ce qui allait devenir la France. Au sein même de la même ère civilisationnelle. Par contre, là, les langues qui sont parlées ne viennent pas de la même ère, en fait. On a des langues qui sont... Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que quand les Francs ont débarqué en Gaule, ils ont d'une certaine manière imposé leur culture. En partie. Ils se sont assimilés. Ils se sont assimilés, ils ont imposé, pas vraiment ce qu'on peut appeler imposer, au contraire, ils se sont tout à fait soumis à la culture helléno-gréco-latine en place. Ils se sont immédiatement mis au service de Rome. Alors, oui et non, parce que immédiatement, ce serait un peu gros quand même. Ils ont quand même mis quelques... T'as raison, ils ont mis 200 ans à s'y mettre. Ils ont mis quand même quelques années, pour pas dire plus, à se convertir. Voilà, le baptême de Clovis, c'est pas les Francs sont arrivés, puis clac, ils ont claqué les doigts, Clovis s'est fait baptiser. C'est quelque chose. Donc il y a une assimilation qui a pris du temps, et si on veut faire un parallèle avec actuellement, on pourrait dire, mais attendez les gars, ça fait pas 200 ans qu'il y a des migrants, par exemple. Laissons-leur encore 200 ans pour s'assimiler. C'est un parallèle douteux. S'assimiler à quoi? Mais la question reste entière. S'assimiler à quoi, du coup? Alors, s'assimiler à quoi, justement? Dire que il y a une dégénérescence de la culture à l'américaine, certes, mais est-ce que ça ne reste pas moins une culture? Alors, on pourrait dire une sous-culture, on pourrait dire tout ce qu'on veut, mais là, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Est-ce que même une culture qui serait inférieure ne reste pas moins une culture? Qui est-on pour juger la culture d'un papou par rapport à la nôtre? Alors, je tiens légalement juste à apporter un élément. Si on commence à juger de la valeur d'une culture et qu'on commence à faire des classements, on peut rapidement tomber dans le racisme, donc faisons gaffe légalement. Là, c'est pour ça que je dis ça. Ce qui nous donne... Enfin, d'ailleurs, finalement, on n'a pas particulièrement le droit de juger une culture. Par contre, on a le droit et le devoir de préserver la nôtre. C'est-à-dire que la question n'est pas de juger savoir si une culture est inférieure ou supérieure. La question, c'est surtout, en fait, comment fait-on pour préserver notre culture, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit supérieure ou inférieure par rapport aux autres, on s'en fout. Ce qui est légitime, en fait, de chez le peuple. Je te renvoie la balle, Sky. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? C'est une question qui mérite d'être posée. On peut se demander si c'est pas effectivement déjà trop tard pour la civilisation française. Moi, je pense que non. Je pense que ce soit trop tard pour la civilisation française. Mais est-ce que c'est pas trop tard pour la civilisation française telle que nous, on l'aimerait, ou telle que les patriotes se l'imaginent? Parce que finalement, est-ce que c'est pas quelque part encore un fantasme? Pareil, je me fais l'avocat du diable, hein, désolé. Il y a quand même eu des précédents historiques. Il n'y a qu'à regarder l'Espagne. Eh bien, vas-y, développe par rapport à l'Espagne. Il se trouve qu'après avoir subi plusieurs siècles d'un État musulman qui était au règne de l'Espagne, on a réussi à avoir une reconquête magnifique. Alors, ça fait du tout une référence à un certain parti actuel, mais ça a existé historiquement. Et c'est jamais réussir à s'assimiler à la culture et à la civilisation française, sachant que nous sommes en train d'abandonner la nôtre. On se retrouve malheureusement dans un monde où, je termine juste, on se retrouve malheureusement dans un monde, dans un pays où même la plupart des gens, il y a des Français de souche que je connais, qui sont issus de grandes familles pour certains, et qui ne peuvent même plus être considérés comme étant représentatifs, en fait, de l'esprit français, parce qu'ils ont décidé d'adopter la culture américano-anglo-saxonne et de devenir de purs individualistes. La plupart sont des punks à chiens. Parmi ceux que je connais personnellement, là, c'est des
dégradant, c'est décadent de voir ça. Et j'ai honte pour eux. En fait, je pense que leurs ancêtres doivent les regarder d'une manière assez méprisable du haut des cieux. On est bien d'accord, mais alors par contre, je vais me placer en opposition à ce que tu dis, parce que là, la question que tu nous poses, c'est comment est-ce qu'on fait pour assimiler les nouveaux arrivants et les gens à notre culture? Mais en fait, la question ne devrait même pas se poser. C'est-à-dire que nous, de toute façon, notre position, elle est claire, on ne devrait pas avoir de nouvel arrivant. Au même titre que ça a été dit dans le résumé un peu contextuel sur l'histoire des peuples, notamment, il y a quand même un élément qui revient, c'est une origine commune. Et à partir du moment où on arrive de l'extérieur avec une origine étrangère, une culture différente, etc., ça ne fait pas sens d'essayer de s'assimiler. Je veux dire, historiquement, quand on fait venir des grosses vagues de population étrangère, bah en fait la notion de qu'est-ce qu'être d'une certaine nationalité change. Et même dans des pays européens, ça s'est vu. On est tout à fait d'accord. Mon propos n'était pas du tout de parler des nouveaux arrivants. Enfin, je me suis un petit peu laissé entraîner dans ce contexte-là, mais là, il s'agit surtout de refaire des Français avec les Français de base. Après, pour les autres, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement opposé à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Hein. Je pense qu'il y a du bon à avoir une certaine minorité d'individus qui sont issus de l'étranger et qui peuvent apporter tout un tas de plus-values à notre pays. C'est une politique alors c'est une mentalité assez romaine que j'ai, mais je l'assume tout à fait. Mais par contre, ça doit rester des minorités et ils doivent s'assimiler à une culture déjà bien ancrée, bien en place. Il s'agit pas de faire venir le tout venant et de dire venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Ça, on est tout à fait d'accord. Je pense que tout le monde sera d'accord avec nous sur cette chaîne, même les héros de l'or. Oui, du coup, c'est une question vraiment rhétorique, mais est-ce que si aujourd'hui on avait une reconquête de la grandeur de la France, qu'est-ce qui serait modifié ou pas, qu'est-ce qui serait gardé ou pas par rapport à l'ancien régime, par rapport à ce que certains peuvent fantasmer, par rapport à la réalité tout simplement? Voilà, c'est une question qui reste en suspens. J'aimerais juste revenir sur ce qui fait un peuple. Finalement, parce qu'on parle de la culture, du sens de la vie, de la religion, de choses comme ça. Est-ce que c'est pas prendre le problème à l'envers? Je m'explique. Est-ce que le peuple français, peut peut-être me tromper, mais pour moi, le peuple français n'est pas le peuple français parce qu'il est le peuple français. Le peuple français est le peuple français parce que il est alsacien, parce qu'il est breton, parce qu'il est ainsi de suite. Mais avant ça, parce qu'il partage des choses. C'est-à-dire que le sens de la vie, on dit les gens ont perdu le sens de la vie. Mais je suis désolé, que ce soit actuellement ou il y a 1500 ans, le pégu de base comme moi, sa question principale c'est « bon, il me faut un toit, il faut que je bouffe ». Ça, c'est le sens de la vie, c'est très terre à terre, c'est très triste. La survie est un thème de la vie. Mais finalement, le pégu il y a 1500 ans et le pégu de maintenant, on pense à la même chose. Il faut bouffer, il faut rentrer de l'argent pour se nourrir, etc. Alors, les conditions sont pas les mêmes, les conditions de vie sont pas les mêmes, il y a plein de facteurs qui diffèrent, mais les questions... Les distractions ne sont pas les mêmes. Pardon ? Les distractions ne sont pas les mêmes. Entre une personne qui a sa survie en tête du jour, tous les jours de sa vie, et une personne qui de temps en temps se dit effectivement faut que je bosse pour bouffer et pour entretenir ma famille, mais aussi pour pouvoir me payer mes vacances ou ce genre de trucs. Là, les occupations, les objectifs de vie ne sont de facto non plus pas les mêmes en fonction des époques, bien sûr. Non, je parle vraiment des plus basses classes sociales. Je parle pas de la classe moyenne actuelle ou de la classe moyenne d'il y a 1500 ans. Il tentait qu'il y en avait une. Mais le mec qui sort dans la rue parce que le 20 du mois il a plus rien dans le frigo, ses préoccupations et le sens de la vie, il est similaire relativement à celui d'un pégu de l'époque médiévale ou d'avant. Oui, mais la notion quand même de qu'est-ce qu'être français a pas mal évolué. Il y a qu'à voir l'unité qu'on a actuellement post-roman national. On n'est plus à un âge où le mec qui habite dans le voisin d'à côté, c'est l'ennemi qu'il faut tuer, quoi. Non, mais par contre, il y a quand même une évolution. On n'en est pas si loin. Hein. Alors, c'est pas le voisin d'à côté parce que c'est plus une question d'ennemi géographique. Alors, voilà, le mot est lancé, je vais dire des gros mots. Lutte des classes. Oh, c'est vilain. C'est très vilain. Non mais t'as raison, vas-y, continue. Excuse auprès de nos auditeurs pour leurs chastes oreilles, mais l'ennemi, les gens ont toujours des ennemis. Alors les gens s'étrient plus au coin de la rue, encore que, mais finalement la dimension des combats individuels ont été modifiés, mais il n'en reste pas moins présent. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
des chômeurs en puissance. Ouais. Bon, concernant juste la lutte des classes, je crois que j'avais déjà répondu dans une précédente vidéo, c'est que je pense que toute notre civilisation a le malheur de confondre lutte des classes et lutte des castes. En réalité, la classe, entre guillemets, contre laquelle le prolétariat se battrait, en fait, n'est rien d'autre que la caste des marchands, qui n'a jamais été littéralement identifiée en tant que telle dans l'ordre tripartite. Elle est identifiée dans d'autres civilisations que la nôtre, mais dans la nôtre, elle n'a jamais été considérée comme une caste à part. Alors que pourtant, c'est bel et bien le cas, et je pense que ça a été l'erreur dans l'ancien régime de ne pas faire suffisamment attention et de confondre les marchands avec le reste du peuple. Parce que c'est précisément eux qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui sont actuellement au pouvoir. En prenant en compte qu'aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est surtout la lutte des races. Oui, aussi. Il y a encore des gros mots. Encore des gros mots, on va se faire prendre des procès, ça va être extra. Ça, il faudra peut-être le couper. je te laisserai seul juge, si ça passe. Bref. Ouais. Très bien. Juste, il y a encore petite pause, du coup, il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder. J'allais juste te dire ceci, en fait je trouve ça assez dramatique et malheureux qu'on soit aujourd'hui, aujourd'hui il faut réaliser qu'on est peut-être la première génération à réellement devoir se poser la question de qu'est-ce qu'être français. Je me demande si à un moment donné, en fait nos ancêtres est-ce qu'ils se sont demandé aussi qu'est-ce que c'était qu'être français, ou est-ce qu'ils agissaient tout simplement et que finalement cette question ne venait pas particulièrement à l'esprit. Peut-être que cette question s'est posée à l'époque où on a dû unir le royaume de France, toutes les provinces sous la simple direction du roi, mais voilà, je me pose effectivement cette question, mais je trouve ça assez malheureux et assez explicite d'un phénomène des temps qu'on soit obligé aujourd'hui de se demander ce qu'est être français. C'est très intéressant ce que tu dis, Sky, si je peux me permettre de rebondir dessus rapidement. Vas-y. Parce que, à mon humble avis, fut un temps où les gens ne se demandaient pas ce que c'était qu'être français, parce qu'ils se revendiquaient pas comme français. C'est vrai, oui. Parce qu'ils se revendiquaient comme breton, comme alsacien, comme occitan, comme corse, comme tout ce que tu veux, comme savoisien. Voilà. Mais ils appartenaient au peuple de France. Ils n'étaient pas français, parce que ils habitaient pas sur le territoire de France, ils habitaient d'abord sur leur territoire à eux, sur leur région, sur leur province. Alors, très bien messieurs, le problème c'est que nous sommes contraints par le temps, et de ce fait, je vous invite à vous diriger vers un mot de la fin chacun. Je reviendrai vers vous par la suite, mais dites-nous, étant donné qu'on n'a pas pu traiter tous les sujets qu'on souhaitait dans cette émission, dites-nous si une deuxième partie sur le thème de qu'est-ce qu'être français pourrait vous plaire, dites-nous ça en commentaire, mais tout d'abord je vais donner le mot de la fin déjà à Morker. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai toujours rêvé de dire ça. Excellent. Sky ? Très bien, alors du coup merci à tous pour votre soutien permanent. Je rappelle que c'est grâce à vous qu'on peut réussir à financer nos émissions, à financer notre matériel. Donc n'hésitez pas à donner 1 euro pour le Café Richelieu, à payer un café au Café Richelieu. Soyez forts et soyez royalistes. Excellent, merci Sky. Alors je rappelle qu'effectivement, si vous pouvez nous financer, on a un lien Tipeee, ça nous rend grand service. Donc, comme je le disais juste avant, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie sur cette émission. Dites-nous aussi ce que vous en avez pensé, parce qu'on espère qu'elle est à la hauteur de vos attentes. Mais s'il y a des choses à corriger, n'hésitez pas. Avant de finir, je vous donne les mots d'habitude. Tout d'abord, vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur Discord. C'est là qu'on centralise la plupart des informations qu'on échange, qu'on s'organise pour des événements. Par exemple, là, on va bientôt prévoir le pèlerinage de Chartres avec le Cercle Richelieu. Si vous voulez participer, rejoignez le Discord. Vous aurez toutes les informations dessus. Vous avez aussi des activités, des conférences, etc. Donc, rejoignez-nous là-dessus. Vous avez aussi le compte Getter. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis vive la France.